Et bienvenue à tous dans l'émission politique de France Info. Une demi-heure ensemble, comme tous les matins, avec Jean-Michel Apathy. Bonjour Jean-Michel. Bonjour Fabienne. Avec Gilles Bornstein et Guy Birenbaum. Et notre invité ce matin est député européen, vice-présidente du Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes. Bonjour Brice Hortefeux. Bonjour Jean-Michel Apathy. François Fillon, le candidat que vous soutenez, le candidat des Républicains à l'élection présidentielle, reproche au gouvernement de ne pas garantir la sérénité de la campagne, de ne pas permettre aux candidats de mener une campagne dans de bonnes conditions. Il a même employé cette formule, qui est tout de même très forte. Il a évoqué, François Fillon, un climat de quasi-guerre civile, ce qui lui a valu cette réponse hier du Premier ministre Bernard Cazeneuve. Je comprends que certains candidats soient tentés de dissimuler derrière des polémiques les difficultés de leur campagne. Employer le terme de quasi-guerre civile quand on est un responsable politique éminent et qu'on sait parfaitement quel est le niveau de mobilisation des forces de sécurité de notre pays, ça n'est tout simplement pas responsable. Ce n'est pas responsable, dit Bernard Cazeneuve. Il a tort ou il a raison? C'est une habileté dialectique parce que finalement, Bernard Cazeneuve, pour tenter de dénoncer une polémique, essaie d'en créer une. La réalité, elle est très simple. C'est que oui, il est exact que dans notre pays, aujourd'hui, il est extrêmement difficile de faire vivre la démocratie sur le terrain à l'occasion de cette campagne. Les meetings de François Fillon sont dans un certain nombre de cas perturbés par une toute petite minorité, par quelques dizaines, plutôt des militants d'ailleurs d'extrême gauche. Ce n'est pas sain. On ne peut pas les lieu, les meetings. On ne peut pas les enfermer. Ensuite, les meetings du Front National sont aussi perturbés. C'est comme tous les Français. Et que l'on soit partisan ou fervent du Front National ou que l'on ne le soit pas, ce qui est mon cas, eh bien on ne peut qu'être choqué quand on voit des bus qui sont caillassés, là mais aussi, c'est la guerre civile. par des trois militants qui agitent une casserole, c'est peut-être chacun pas bien, s'exprime, chacun s'exprime avec ses mots et son tempérament et son histoire. Je vous le dis, moi, ce n'est pas sain. Et donc, je rejoins François Fillon totalement sur ce constat, à savoir qu'il n'est pas utile, il n'est pas cohérent, il n'est pas juste, il n'est pas bon qu'à 53 jours, 54 jours du scrutin, cela dégénère de cette manière. Mais c'est voulu, c'est organisé. Ah bah ceux qui viennent avec les casseroles bord perturbées, oui, ça c'est ce que disait François Fillon, c'est le gouvernement laisse exprès s'installer un climat de guerre civile. Vous voyez déjà, vous êtes deux, vous n'avez pas la même présentation. Ah, si. C'est plutôt bon signe, ça prouve que le pluralisme on a fonctionne. exactement la même. Ça prouve que le pluralisme fonctionne, y compris chez vous, ce qui est quand même une très bonne nouvelle. Vous n'aviez pas compris la présentation de Guy Birenbaum, non pas que vous ne vouliez pas la comprendre. Vous avez Ou alors il s'est mal exprimé, peut-être, c'est une hypothèse moi, aussi j'avais que bien vous soulevez. compris, mais voilà. Est-ce que le gouvernement est derrière tous ces agissements, c'est ça? Le gouvernement n'est pas à l'origine de ces agissements, mais il est naturellement le garant de la liberté d'expression sur notre territoire. Donc il doit prendre des mesures pour que les réunions publiques de toutes les familles politiques, quelles qu'elles soient, eh bien, se déroulent paisiblement. Mais comme quoi, par exemple, parce qu'il faudrait mettre aujourd'hui. Vous croyez qu'on devrait mettre des policiers devant les meetings de François Fillon pour être sûr que ça se passe bien? Au niveau de l'image, ce serait quand même moyen aussi. Hein. Non, je vois bien que vous réduisez, ce qui ne me surprend pas, à la seule situation de François Fillon. Non. Ou devant ceux de Marine Le Pen, si vous voulez. Ou d'autres candidats, éventuellement. Ce qui est vrai, c'est que il n'y a pas de tradition chez nous de venir perturber l'expression des autres. C'est une différence. Vous me donnez l'occasion de le souligner et surtout c'est démontré. Peut-être y a-t-il un plus grand respect, une plus grande tolérance. Et donc ce qui doit être fait, c'est que les pouvoirs publics, ceux qui ont en charge l'ordre et la sécurité publique, eh bien, apportent les moyens pour que ces meetings se déroulent dans nos conditions. Vous savez, moi c'est très simple. Il y a des cordons qui peuvent être placés autour des grandes salles. C'est toujours les mêmes. Vous savez, les zéniths et ainsi de suite. Il est tout à fait possible d'empêcher, ou en tout cas de limiter au maximum les perturbations. La démocratie y est gagnante. Tout le monde a noté ce week-end dans les sondages, ce ne sont que les sondages, mais la baisse de François Fillon, qui, dans 2 études au moins, n'était pas qualifié pour le second tour. La une du Figaro synthétisait cela hier sous le vocable, on va le voir, de état d'alerte à droite. État d'alerte à droite, vous partagez la formule. Brice Hortefeux? Bien sûr que nous rencontrons des difficultés. Vous savez, comment pourrait-il en être autrement? Comme tous les Français, j'imagine, et en tout cas que l'on soit sympathisant ou pas d'ailleurs de l'opposition, je me suis posé des questions devant l'avalanche qui déferlait sur le candidat que les Français ont choisi. Et donc j'observe d'ailleurs ce qui est honnêtement bon signe, parce que ça prouve qu'il n'est ni isolé, ni dans le déni, ni coupé des réalités, que François Fillon lui-même
s'est interrogé, il l'a dit dans une interview, il l'a dit en plusieurs interviews, notamment dans une la semaine dernière dans Le Parisien. Encore une fois, je pense que c'est un bon signe qu'il se soit lui-même posé la question. La question de savoir s'il pouvait poursuivre sa campagne. Oui, de savoir s'il pouvait poursuivre. Mais il y a une réalité qui est très simple, c'est que notre système politique a changé avec la primaire. Et la primaire, il a rassemblé près de 3 millions de suffrages. Il n'y a pas donc d'instance qui puisse contester, revenir sur ce sujet. Le seul qui aurait pu remettre en cause le résultat de la primaire, c'est François Fillon lui-même. Et à ce stade, il a indiqué, après y avoir réfléchi donc, il a indiqué qu'il entendait non pas renoncer, mais persévérer. Vous regrettez ? Et persévérer jusqu'à la victoire. Vous regrettez qu'il ait fait le choix de persévérer ? Je le constate. Et en tout cas, vous le constatez ? Je le constate. Et à partir de là, il y a cette réalité, c'est que la légitimité de la primaire s'impose à nous tous et s'impose d'ailleurs à moi-même. Donc, nous devons l'accompagner dans cette campagne présidentielle pour assurer deux choses, le succès de nos idées et ce qui est la conséquence du succès de nos idées, le redressement de notre pays. Vous vous sentez prisonnier de la situation ? C'est la seule chose qui compte. Vous vous sentez prisonnier de cette situation ? Non, c'est pas. Au contraire, la primaire a donné cette liberté. La primaire a donné cette liberté, le résultat. Ça lui a donné la liberté de rester contre vents et marées, c'est ce que vous nous dites. Moi, je ne parle pas de vents et marées, ça je vous laisse la partie météorologique, et je dis que ça lui donne l'autorité, oui, pour décider en son âme et conscience s'il devait renoncer ou s'il devait persévérer. Il a considéré que c'était son devoir de persévérer pour nous conduire au succès et permettre le redressement de l'alternance. Il a considéré, mais vous, c'est son devoir de rester ? Eh bien, je considère que le résultat de la primaire lui donnait cette liberté, il l'assume, et donc j'accompagne et je m'engage, et je pense que nous devons aller à fond pour précisément arriver au deuxième tour, donc faire mentir les sondages d'aujourd'hui, arriver au deuxième tour pour assurer le redressement. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a qu'un seul candidat de l'alternance, un seul candidat de la vraie alternance républicaine, c'est François Fillon. Voilà, et vous restez avec nous, Brice Hortefeux. On se retrouve dans une minute, tout pile, il est 8h40. Victor Maté pour l'essentiel. Qu'est-il arrivé à la famille Troidec à Orvaux, près de Nantes ? Le sang des parents et du fils a été identifié. Manque l'ADN de la fille âgée de 18 ans. Une information judiciaire pour homicide volontaire, enlèvement et séquestration a été ouverte. Ils avaient saccagé tout un quartier de Juvisy-sur-Orge, près de Paris, il y a maintenant 1 mois et demi. 7 jeunes de 18 et 19 ans sont condamnés à 1 an de prison avec sursis, plus des heures de travaux d'intérêt général. Une salle de plus de 12 000 m² construite spécialement à Ankara, plus de 300 militaires jugés. Leur procès s'ouvre aujourd'hui en Turquie. Le pouvoir poursuit ses procédures contre les auteurs présumés du coup d'État manqué en juillet dernier. Et puis objectif Lune, le premier vol touristique autour de la Lune pourrait bien avoir lieu fin 2018. La société américaine SpaceX vient de faire signer 2 particuliers. Le prix du voyage n'a pas été communiqué. France Info. Et c'est Brice Hortefeux qui est avec nous dans l'émission politique jusqu'à 9h sur France Info. Question Gilles Bornstein. Oui, Marine Le Pen, dimanche, je crois, à Nantes, menace les agents de l'État. Eh bien, on va écouter la présidente du Front National. Je veux dire publiquement, ici, aux fonctionnaires, à qui un personnel politique aux abois demande d'utiliser les pouvoirs d'État pour surveiller les opposants ou organiser à leur encontre des persécutions, des coups tordus ou des cabales d'État, de se garder de participer à de telles dérives. Ces fonctionnaires, eux, devront assumer le poids de ces méthodes illégales car elles sont totalement illégales. Et ils mettent en jeu leurs propres responsabilités. Comment réagissez-vous à ces accusations et à ces menaces, finalement, de fonctionnaires qui devront rendre des comptes ? Oui, moi je ne partage pas du tout cette analyse. Il n'est pas question de jeter l'opprobre sur un ensemble, la totalité des fonctionnaires. Naturellement, ce n'est pas sérieux. Il y a une réalité dans notre pays, c'est que l'immense majorité des fonctionnaires assument leurs devoirs, leurs responsabilités, leur activité professionnelle avec un souci d'impartialité. En revanche, il y a un point qui n'est d'ailleurs pas évoqué réellement par Marine Le Pen, ou en tout cas pas sous le bon angle, c'est la question de la haute administration et des directeurs de la haute administration quand il y a alternance. Vous savez, chez nous, il y a une forme de non-dit, c'est-à-dire quand il y a alternance, on change, ce qui est plutôt logique, un certain nombre de directeurs. D'ailleurs, j'observe que
le secrétaire général de Force ouvrière de la fonction publique a dit que ça se fait en fait dans la transparence. Donc ce n'est pas codifié, ce n'est pas écrit, mais c'est pratiqué. Et ça me semble assez cohérent. Comment voulez-vous qu'un haut fonctionnaire qui a aidé, accompagné, défendu une politique pendant 3, 4 ou 5 ans, pendant un quinquennat, on lui demande de rester en place et de défendre une politique qui normalement est différente. Ça s'appelle la continuité de l'État en France. Ça a toujours existé. Oui, enfin non, pardon, si vous avez une mauvaise information, une vision parisienne du sujet. Ah, bien sûr. Je vais vous expliquer de la pourquoi. Constitution. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est que quand vous avez un préfet observé depuis des décennies... Vous ne parlez pas des préfets, monsieur Hortefeux. Qu'est-ce que c'est un préfet? C'est pas un haut fonctionnaire? Si, c'est un haut fonctionnaire. Et bien, vous observez que très souvent, ou dans la quasi-totalité des cas, quand il y a alternance, le préfet qui est dans un territoire, il n'est pas sanctionné, on lui coupe pas la tête, mais il ne reste pas dans le même territoire, parce qu'on lui demande pas d'être schizophrène, c'est-à-dire de défendre la politique qu'il a accompagnée et expliquée pendant le quinquennat, ce qui était sa mission, et de défendre l'inverse ou des nuances, le suivant. Donc c'est quelque chose... Tout ceci pour vous dire que... parlait un peu d'autre chose. Elle parlait de ces fonctionnaires qui, aujourd'hui, prêtent la main à des opérations illégales. Donc, elle veut dire, servent les desseins du gouvernement pour affaiblir le Front National. Peut-être d'ailleurs François Fillon, parce que François Fillon parle aussi quelquefois de coup d'État institutionnel, donc ce sont peut-être des analyses voisines. Donc c'est une dénonciation d'une certaine mais vous l'avez partie dit, vous n'êtes pas de la d'accord fonction avec Marine publique, Le Pen. je ne suis pas d'accord avec elle, mais ce qui est vrai, c'est qu'il existe dans les pays anglo-saxons des systèmes officialisés d'alternance parmi les hauts fonctionnaires. C'est une question que l'on peut se poser parce qu'il y a une forme d'hypocrisie dans le fonctionnement actuel. Marine Le Pen dénonce une opération politique derrière les enquêtes qui visent le Front National concernant spécifiquement les emplois fictifs au Parlement européen. Vous êtes vous-même élu député européen. Vous comprenez ce que veut dire Marine Le Pen ou vous trouvez que ce qu'elle dit ne correspond pas à la réalité? Moi, je ne suis pas là pour défendre ou commenter exclusivement ce que fait le Front National. Je vous dis une chose simple. C'est que dans une démocratie, les familles politiques permettent d'avoir des élus qui recrutent des collaborateurs. Et expliquer que les collaborateurs peuvent tout faire sauf s'engager au service de la famille, ou s'engager, militer, accompagner, soutenir, voire être candidat au nom de la famille politique grâce à laquelle ils sont là, effectivement, c'est un peu curieux, je vous le dis. Mais je ne connais pas le détail du sujet. Pardon, je n'ai pas compris. non plus. Bien, une famille politique génère... Vous êtes sans doute bien expliqué, mais on n'a pas compris. Oui, eh bien, écoutez, alors vous voyez, M. Bretagne, chacun son tour ne peut pas être si clair. Donc, ce que je dis, c'est très simple. Encore une fois, je ne me mêle pas des histoires du Front National. Je dis, dans les principes, une famille politique permet d'avoir des élus, si elle gagne les élections. Et s'ils gagnent les élections, les 10 élus ont le droit de recruter des collaborateurs. Il me paraît curieux qu'on interdise aux 10 collaborateurs de militer pour la famille ou d'être actifs pour la famille politique grâce à laquelle les élus le sont. Donc on peut être payé par le Parlement européen, même si on n'a pas un travail qui est en relation directe avec le Parlement européen, tant qu'on a un travail, une relation avec la famille politique. C'est ça que vous dites, en fait. Quand vous m'invitez, jusqu'à présent, vous avez bien observé. Vous ne payez pas, surtout. Attendez, vous avez bien observé une chose. Mais ça, je l'aurais refusé, je vous le dis tout de suite. Mais quand vous m'invitez, vous ne m'invitez pas uniquement pour parler d'Europe, vous m'invitez pour parler d'autres sujets. Donc les collaborateurs qui vous aident, ils vous accompagnent, ils font des recherches, ils vous font des notes et ils vous suggèrent dans des domaines qui sont au-delà de la seule stricte question européenne. Donc ceux qui valent pour les uns et pour les autres. Marine Le Pen à Paris et directeur de cabinet de Marine Le Pen à Paris et payé par le Parlement européen, ça vous choque pas? Elle est députée européenne, donc elle recrute des Marine Le Pen est députée européenne. C'est son directeur de cabinet à Paris qui travaille pour le Front National, c'est ça la question. Non, pardon, j'imagine que le collaborateur travaille pour le parlementaire qu'il a choisi et donc dans les différentes activités du parlementaire. Donc je dis simplement à ce stade et sous réserve d'autres informations, voilà quelle est ma position et c'est valable pour toutes les familles politiques, quelles qu'elles soient, de l'extrême gauche à l'extrême droite. François Fillon a souhaité que la justice cesse son action le temps de la campagne présidentielle, qu'on observe une fameuse trêve qui n'est codifiée nulle part, mais qui est, paraît-il, un usage dans les affaires judiciaires. Et Jean-Jacques Urvoas, le ministre de la Justice, a répondu hier au 4 vérités de France 2 à la demande de François Fillon. On écoute le ministre de la Justice. Quand un candidat demande à ce que la justice s'interrompt, mais au nom de quel privilège ? Vous pensez qu'aujourd'hui, tous ceux qui enquêtent dans le pays doivent suspendre leurs travaux parce qu'on travaille sur des gens inconnus ? Et que là, on travaille sur des gens connus, et donc on devrait retenir la justice. Il n'y a pas une justice rapide pour des gens qui sont anonymes et une justice lente pour des gens qui sont connus.
Oui, on travestit d'ailleurs les propos de François Fillon sur ces aspects-là, parce que François Fillon avait dit très vite d'ailleurs qu'il souhaitait être entendu et entendu rapidement par la justice. Avant de dénoncer un coup d'État institutionnel. Oui, mais enfin c'est ce qu'il avait demandé. Et puis il a changé de discours. Il faut reconnaître qu'il a été d'ailleurs immédiatement entendu. C'est aussi une corollaire. Mais enfin, il avait demandé à être entendu. Il lui est arrivé aussi de changer d'avis. Il a dit si je suis mis en examen, je ne peux pas y aller. Et après, il a dit si je suis mis en examen, je peux y aller. Il arrive qu'il change d'avis lui aussi. Pardonnez-moi, je cite souvent Winston Churchill, qui est gravé. Peu importe qu'on change d'avis, à condition que ça soit dans le bon sens. Et là, je pense que François Fillon a changé d'avis dans le bon sens. Pas sur ces sujets, mais il a évolué, il a enrichi son projet dans un certain nombre de domaines. Et notamment, il le précisera le week-end prochain, samedi prochain, avec, j'en suis convaincu, des gestes forts de sa part. Donc, trêve judiciaire ou pas trêve des judiciaire? classes moyennes et des catégories les plus populaires. Réponse au garde Monsieur Hortefeux, trêve judiciaire ou pas trêve judiciaire? Écoutez, c'est vrai qu'il y a une pratique qui est une pratique très ancienne. Donc simplement, c'était à la justice de déterminer son calendrier. Mais c'est vrai qu'il y a une pratique. Pourquoi? Pour une raison très simple, c'est que vous le voyez bien, et vous en faites d'ailleurs la démonstration, et quelque part je suis complice, c'est que vous ne m'interrogez pas sur les propositions des uns et des autres, vous m'interrogez sur les questions d'assistants parlementaires des uns, d'assistants parlementaires des autres, et en vérité, on ne peut pas aborder les vrais sujets, alors que ce qui préoccupe nos concitoyens, sans doute ces sujets, puis si vous en parlez, ça correspond certainement à une préoccupation, mais aussi, que va-t-il faire pour le chômage, que va-t-il faire pour la croissance, que va-t-il faire pour un certain nombre de sujets qui sont essentiels pour l'avenir de notre société, de notre communauté nationale. Une question qui peut-être intéresse ou pas, je ne sais pas, nos concitoyens. Deuxième tour, Le Pen-Macron. Qu'est-ce qu'on fait? Écoutez Henri Guénaud. Si au second tour, nous avions face à face Mme Le Pen et M. Macron, j'irais probablement à la pêche pour la première fois de ma vie. Vous avez une canne à pêche, Brice Hortefeux? Écoutez, j'irai peut-être avec Henri Guénaud, parce que je ne pêche pas non plus, même si je suis très attentif avec Laurent Wauquiez, au sein de la région Auvergne-Rhône-Alpes, au bien-être et au développppement de ce sport stimulant qu'est la pêche. Le Pen-Macron écoutez, moi je ne me place pas du tout dans cette perspective. Encore une fois, moi ce que je souhaite, ce à quoi je crois, ce pourquoi je me bats, c'est pour que François Fillon soit au deuxième tour. Allez, on y reparle dans une minute sur France Info, 8h50. Victor Maté. De très forts coefficients de marée et des vagues à parfois plus de 8 mètres. Prudence sur la façade atlantique. Risque de submersion. 7 départements placés en vigilance orange par Météo France. Cela va du Finistère jusqu'aux Pyrénées-Atlantiques. L'ouest de la France, c'est aussi la première ligne de train gérée par un consortium privé. La ligne à grande vitesse Tours-Bordeaux, inaugurée aujourd'hui en présence de François Hollande. Les tarifs seront connus dans 2 semaines. Mise en service cet été, la LGV permettra d'effectuer Paris-Bordeaux en 2 heures. Grâce aux traces de sang, l'ADN des parents et du fils 3DEC identifié, manque celui de la fille de 18 ans. Une information judiciaire est désormais ouverte après la disparition de cette famille. Près de Nantes, il y a maintenant 10 jours, le budget militaire des États-Unis en passe d'augmenter de plus de 50 milliards de dollars. Donald Trump doit prononcer la nuit prochaine son premier grand discours devant le Congrès américain. France Info. Brice Hortefeux est avec nous jusqu'à 9h sur France Info. Question Gilles Bornstein. Najat Vallaud-Belkacem était à votre place hier et dans un livre, elle raconte son enfance au Maroc dans une extrême pauvreté. Aujourd'hui, elle est ministre de l'Éducation nationale et elle est venue, figurez-vous, par la procédure du regroupement familial. On l'écoute. Il m'arrive aujourd'hui qu'on me fasse sentir, évidemment, l'origine qui est la mienne, ou la différence, la singularité qui est la mienne, et pas forcément de façon positive. Très naturellement, moi, je trouve que c'est quand même une richesse. Honnêtement, c'est quand même formidable d'appartenir à une culture différente, et donc, du coup, d'adjoindre la culture d'origine et la culture d'adoption, et de n'en être que plus fort. C'est ça, hein, la vérité de ces histoires de regroupement familial ou d'immigration. Voilà, l'actuelle ministre de l'Éducation nationale est une enfant du regroupement familial. Qu'est-ce que vous en dites? Oui, l'enrichissement par la diversité des cultures, bien sûr, c'est une réalité. Mais tout est question aussi d'équilibre. Quelle est la réalité de la politique migratoire de notre pays? Parce que c'est ça, au travers de la question du regroupement familial, c'est la question que vous me posez. La réalité de la politique familiale de notre pays, c'est que tout ce qui devait augmenter a diminué et tout ce qui devait diminuer a augmenté. Je vous le dis très simplement. On a augmenté de 17,8% le nombre des titres de séjour qui sont accordés depuis 2012. C'est-à-dire que l'immigration légale,
elle n'a pas diminué, elle n'a pas stagné, elle a augmenté très sensiblement, puisque aux alentours, un peu moins de 20%. C'est pas 17% de regroupement familial en non, plus. Attendez, c'est l'immigration légale. D'accord. Vous avez simultanément une explosion des demandes d'asile, plus de 40%. Vous avez une facilité accrue de l'octroi de la nationalité, plus 30%. Une augmentation spectaculaire de la régularisation des clandestins, c'est-à-dire ceux qui sont venus sur notre territoire sans nous en avoir demandé l'autorisation, plus 22%. Et dans le même temps, les reconduites justement des illégaux a diminué de près de 20%. Et vous le savez, parce que la Cour des comptes, impartiale, pas nous qui contrôlons la Cour des comptes. La Cour des comptes fait son analyse, décrit ce qu'elle observe et le dénonce quand c'est le cas. Et la Cour des comptes a observé que concernant les demandeurs d'asile, 70% étaient déboutés. Et sur ces 70%, il n'y en avait que 4% pour lesquels la décision était effectivement exécutée. Donc c'est ça, attendez, c'est ça qui est important, Jean-Michel Apathy. Vous vous rendez compte, il y a des décisions de justice, des décisions administratives qui sont prises dans notre pays et il n'y a que 4% des cas où celles-ci sont appliquées, respectées et effectuées. C'est ça le malaise, bien sûr. On voit toujours l'immigration et on en parle toujours de manière négative. Et là, voilà quelqu'un qui a écrit un livre pour le dire, qui est ministre de l'Éducation et qui est issu du regroupement familial. Et ça, au fond, ce qu'il peut y avoir de positif pour la société française dans l'immigration, on n'en parle jamais. Pourquoi ? Vous avez tort. J'ai été ministre de l'immigration, j'ai dit les choses. En tout cas, là, votre réponse, vous n'en avez pas dit un mot. Vous êtes tout de suite parti sur tous les problèmes que pose l'immigration. Vous m'interrogez. Je vous interroge sur ce cas positif de regroupement familial. Vous m'interrogez et moi je vous réponds. Mais moi je sombre une actualité positive. Attendez, je ne sombre pas, moi, dans la caricature, le schéma trop facile. Et la réalité, c'est que l'immigration, oui, nous en avons eu besoin. Oui, nous en avons eu besoin. Oui, nous avons aussi des raisons à cette immigration, parce qu'avec un certain nombre de pays, nous avons des liens historiques forts. Et par exemple, lorsqu'on parle de la francophonie, qui est à juste titre un des défis pour les années à venir et les décennies à venir, la francophonie, elle sera portée beaucoup puissamment ailleurs, en dehors de la France qu'en France elle-même, puisque pour des raisons démographiques, c'est par exemple sur le continent africain que va se développer l'avenir de la francophonie. Mais je dis une chose simple, rationnelle, pas du tout agressive, très posée, c'est que non seulement il faut lutter contre l'immigration illégale, non seulement il faut bien sûr lutter contre les passeurs, mais aujourd'hui, il faut faire baisser l'immigration légale. La réalité, c'est que dans notre pays, chaque année, donc tous les ans, arrivent sur notre territoire plus de 300 000 migrants supplémentaires, c'est-à-dire l'équivalent de la ville de Nantes. Je le dis, nous n'avons pas les moyens indéfiniment d'accueillir chaque année l'équivalent de la ville de Nantes, c'est-à-dire loger, nourrir, fournir du travail et former. Sur Nicolas Sarkozy, il nous a semblé que cet exemple de regroupement familial était assez formidable, mais on le commentera une autre fois. Guy Birenbaum sur Nicolas Sarkozy. On a appris que Nicolas Sarkozy siégeait désormais au sein du conseil d'administration du groupe hôtelier Accor. Est-ce que ce choix a pour sens de dire que cette fois, la page de son engagement politique est définitivement tournée ? Première question. J'y réponds très précisément. Premier élément néanmoins, vous oubliez dans votre présentation un point particulier, c'est que c'est très rare, voire exceptionnel, qu'un responsable public de ce niveau, ou même d'ailleurs de niveau nettement inférieur... Je vous laisse la joie de le dire. Vous voyez, mais donc c'est pour ça que vous n'êtes pas souriant, mais moi je vais l'être. Moi je suis extrêmement souriant. Et donc la réalité, c'est que c'est exceptionnel qu'un responsable public soit ainsi sollicité par le privé. De la politique ou pas ? Deuxième élément, ça la souligne aussi sans doute, vous ne l'avez pas dit, mais c'est par sa pudeur. stature internationale. Non, c'est le troisième élément, c'est l'idée. Ça souligne sans doute. Mais vous ne l'avez pas dit par pudeur que son analyse, son expérience, ses compétences bien, sont sollicitées. Vous n'avez pas tellement d'invités qui puissent commenter cela de cette manière-là vis-à-vis d'un responsable politique. Donc c'est ça la réalité. Troisième élément, oui, il est libéré aujourd'hui de toute préoccupation électorale. Est-ce que ça veut dire personnel ? Est-ce que ça veut dire qu'il se désintéresse de ce qui se passe dans notre pays ? La réponse est non. Il y est à juste titre très attentif, parce que effondré par le désastre de ce quinquennat,
et nourrissant l'espoir que l'alternance se réalisera. Et très brièvement, doit-on le libérer de ce point de vue, de tous les privilèges dont il bénéficie, les bureaux, les collaborateurs, ou il est tellement génial qu'il doit aussi avoir les bureaux et les collaborateurs? Avec son statut ça prouve que vous connaissez mal le système. Je connais tout mal ce matin. Le système économique français, parce que je vous rappelle que siéger dans un conseil d'administration, c'est absolument pas un travail à temps plein, c'est un travail à temps rémunéré. Extrêmement rémunéré. Vous savez, franchement, si ça avait été scandaleux, je vous garantis qu'il y aurait naturellement eu des polémiques. Est-ce qu'il doit continuer les chiffres à bénéficier... ont été donnés et on s'aperçoit que c'est raisonnable, même chiffres. si c'est beaucoup par rapport à un certain nombre de nos concitoyens. Est-ce qu'il doit continuer à bénéficier de son statut d'ancien président de la République? Locaux, personnel. Non mais si vous avez l'intention de lui contester son statut d'ancien chef de l'État, c'est une initiative que vous devriez approfondir le matin. C'est une question. Ouais. Il est ancien chef de l'État, à mon avis, on ne peut pas lui retirer. Voilà, vous voyez, des réponses qui sont très simples. Merci Brice Hortefeux d'avoir accepté l'invitation de France Info. Et on se retrouve demain. À bientôt.